Merci d'avoir répondu présent à l'invitation, nombreux. Je peux le constater, c'est un plaisir de vous accueillir ici, à l'Automobile Club Café. Moi, je vous parle, je m'appelle Thomas Pawlowski, j'ai 30 ans, l'âge de la chair haute. Et donc, je peux parler un petit peu. Donc, 30 ans, responsable assurance et service à la DIAC, donc captif de Renault, depuis maintenant 6 ans. On a, M. Grégory m'a proposé a fait un appel à candidature auquel j'ai postulé pour prendre le club automobile et nouvelles mobilités. J'ai vraiment été hyper emballé par le projet. Pour plusieurs raisons. On est tous diplômés de l'achat auto. On a tous, je pense, j'espère, la passion de l'auto en commun quand même. On a fait une école qui est plutôt sympa, avec des intervenants qui sont bien aussi. Tout le monde est diplômé avec des postes à responsabilité un peu partout en France et parfois ailleurs aussi. Mais il nous manquait une chose, c'était un club, enfin un endroit, pas un endroit, mais une sorte de chose commune qui nous réunit. Et c'est pour ça qu'on a voulu, que Grégory a voulu lancer ce club et que je prends volontiers la responsabilité. Donc, merci encore d'être là. On va sans plus tarder commencer la conférence avec nos deux guest stars. La conférence, le débat, voilà. On parlait de notre préparation. Bon. Donc, on est venu prendre une bière. Merci à vous encore d'avoir accepté l'invitation. Vu l'engouement que l'événement suscite, j'espère que ça sera le premier d'une longue série. Et voilà, je vais laisser Cyril et Jean-Paul se présenter et commencer le débat, la conférence. Bravo et merci pour commencer. Les plus jeunes, enfin, les vieux. Puisqu'on commence par l'âge, Jean-Paul Vigneault, j'ai 35 ans. Je suis sorti de l'ESCA en 2009. Et je crois que ce soir, je suis le seul de la promo 2009. Je suis sorti. Enfin, déjà, je suis venu à l'ESCA pour faire de l'automobile. C'était un peu écrit, je pense qu'on est quelques-uns dans ce cas-là. C'était l'ESCA, puis c'était pas une autre. Donc, c'est bien tombé que ça rentre, tant mieux. Et puis, au fil des. C'est moi qui parle de l'historique. Non, mais tu fais ce que tu veux. Première année, un petit stage dans la distribution auto, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc. Et puis en deuxième année, il y a un certain Benjamin Maurice qui m'a donné 2 cartes de visite. Et qui m'a dit, tiens, ça va être intéressant de ce côté-là. Et ce qui est rigolo, c'est que les 2 cartes de visite que j'ai donné Benjamin Maurice, c'est 2 personnes qui sont ici, Cyril et François qui est en face de lui. J'ai appelé François. Donc, première expérience chez CARSAT qui avait été, qui n'était pas pour rien non plus, je vous en parlerai peut-être. Et une première expérience, c'était vraiment la première expérience, ce qu'on n'appelait pas encore start-up, une boîte qui faisait de très belles choses dans ce qui était les débuts du remarketing VO, et puis coup de cœur pour ce qui est génial, où j'ai eu le plaisir de débuter. J'ai commencé chez Arval. À la sortie de l'ESCA en 2009, j'ai fait un stage, des CDD, du CDI, et puis j'ai eu envie de voir autre chose. J'ai eu une belle proposition d'ALD suite au départ d'ALD de CMO. Et ça fait 10 ans que je suis chez ALD où j'ai pu faire pas mal de métiers. J'ai commencé par faire du VO, puisque c'est mon métier premier, puis ça reste un peu ma passion. J'ai fait de la vente de VO à des marchands. Je pense que c'est très très haut dans le palmarès des métiers rigolos que j'ai dans ma tête. Et ça restera longtemps. S'il y en a qui le connaissent, ce sera avec plaisir qu'on discutera longtemps tout à l'heure. Et puis, au fil du temps, les métiers sont un peu transformés. Donc, j'ai eu en charge la digitalisation de ce métier et la mise en place d'un outil à destination de traders en France, à l'étranger. C'est un beau challenge pour l'équipe commerciale à monter. Ça nous emmène en 2016 où, d'ailleurs, je vois que je suis très à jour sur l'annuaire des anciens, puisque mon employeur n'existe plus, puisqu'en 2016, ALD rachète Parcours. J'ai eu le plaisir de passer 3 ans dans ce tumultueux contexte de rachat qui est très, très intéressant, qui permet d'appréhender beaucoup de choses. Alors, c'était l'angle VO, et puis après, la curiosité s'aiguise. Puis ALD m'a donné l'opportunité d'aller faire un tour du côté de Nantes avec, alors chez ALD, on appelle ça un Mobility Center, ça ressemble à une concession de Versobois. Et
je viens de passer 2 ans donc, à Nantes avec des activités VO, LLD, moyenne durée, atelier. Une équipe d'une vingtaine de personnes sur site, super sympa. Et puis, depuis 3 semaines maintenant, je dirige la business unit qu'on appelle ALD Flex. En fait, c'est la moyenne durée chez ALD. C'est des contrats de 1 mois, 18 mois. Alors, ça s'appelle Flex parce qu'on y reviendra, je pense, dans les tendances de consommation, de marché, dans ce qu'on va faire la mobilité maintenant. Alors, on a des clients qui forcément s'engagent moins, cherchent des produits plus flexibles. On a un développement assez fort sur ce levier chez ALD. Et j'ai eu la chance de me voir confier les rênes de ce service il y a 3 semaines. On est une quarantaine de personnes à œuvrer sur le territoire depuis Nanterre. J'en viens à Paris, mais je reste monté. Voilà. À toi. Alors, Cyril. c'est faire court. Moi, je suis un vieux puisque j'ai été diplômé le siècle dernier. Donc, en promo 99. J'ai fait aussi l'ESCAV parce qu'il y avait la chaire auto. Sinon, je l'aurais fait autre chose. Mais voilà. Et donc, dans le cadre de mon parcours, j'ai fait mon stage de fin d'études chez un constructeur, en l'occurrence Nissan France. Et à l'époque, il y avait Nissan France, Nissan Europe, Nissan Japon. C'était l'année où Renault a racheté Nissan. Et moi, j'étais à l'ESCA, autant dire que j'avais envie de faire plein de choses, mais pas de rester le cul derrière mon PC à attendre que des gens du Japon valident potentiellement un logo, une presse, etc. Je dis surtout pas le constructeur, etc. Et j'ai eu la chance, via la chaire auto, à l'époque, via Bernard Manceau, de rencontrer un monsieur qui s'appelait Claude Duvapi, qui était le patron du numéro 2 de la distribution automobile en France, ça s'appelait Voxica. Et c'était une rencontre de personnes. Enfin, à l'époque, Claude Duvapi, c'était quelqu'un un peu atypique dans le monde de l'auto, parce qu'il était patron du numéro 2 de la distribution. Il avait une vraie vision sur, grosso modo, comment faire de la distribution, comment être distributeur, mais sans être, j'allais dire, asservi au constructeur. C'était sa vision. Et moi, j'avoue qu'à l'époque, maintenant ça va vous faire marrer, mais je suis excellent. Mais à l'époque, je trouvais ça quand même très intéressant. Encore une fois, on est en 99, donc on commence à parler de digitalité. Enfin, c'était pas le mot, hein. De mettre des PC dans les concessions, de regarder les stocks VO, d'avoir une vision globale, d'acheter des VO, voilà, changer un petit peu ce monde de la concession d'il y a 22 ans. Et donc, première expérience en concession, donc sur un poste transversal pour découvrir les métiers de la concession, justement. Et puis, je suis tombé dans la marmite du VO. Après, je vais vous la faire un peu courte, parce que j'ai eu donc la chance de croiser François, qui est ici, qui m'avait ouvert le chemin quelque part, parce que tu étais chez CARSAT depuis 1 an. Donc, CARSAT, qui était une chaîne, pour voir aussi dans le contexte, une chaîne télé qui faisait de la vente aux enchères de véhicules d'occasion à professionnels, avec de la data qui passait par le réseau et de la télé qui passait par CanalSat. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le haut débit, etc. Et donc, le job des équipes commerciales, c'était d'aller vendre des paraboles à des concessionnaires au fin fond pour leur faire acheter des VO à professionnels. C'était un truc de fou, mais c'était marrant. Donc là, on est en 2000. Et on leur vendait un abonnement pour pouvoir acheter des bagnoles. Enfin, un truc de fou. Enfin, bon, on s'est beaucoup marré. Quand on en parle à tous les anciens, enfin, franchement, on a passé des super moments. Et donc, bref, ce moment-là, pour expliquer un petit peu ma carrière pro, j'ai pu rencontrer en fait des acteurs du VO, d'horizon divers et variés, des constructeurs, des loueurs courte durée, des loueurs longues. Et CARSAT, c'était bien, mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, ça piétinait un peu, il fallait du cash. On en avait levé en 2000 au moment de la bulle Internet, mais bon, on en cramait quand même aussi beaucoup. Bon, bref, à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je pense aussi à moi. Et à LD, à l'époque, Jean-Philippe Renwick m'a fait 1, 2, puis au 3e appel du pied, j'ai cédé. Et j'ai rejoint LD. Donc, j'ai toujours eu un timing assez bien foutu, c'est-à-dire que dans le VO, pour ceux qui connaissent le monde du véhicule d'occasion, il y a eu quand même des moments sympas. 2005, pour les loueurs longue durée, l'Algérie ferme ses frontières et les loueurs longue durée revendaient, on va dire, 1/3 de leurs voitures en Algérie. Moi, je suis arrivé chez ALD en juillet 2005. En septembre, ça a fermé les frontières. Et ensuite, il y a eu la crise en 2008, évidemment. Ça, c'était aussi un bon moment pour le VO. Et
En 2 mots, j'arrive en 2005 et j'avais un profil assez atypique parce que justement, digitalisation, etc. Les ventes à marchands à l'époque, ça se faisait plutôt quand même avec des lots sur des coins de table façon Maquignon, voilà. Enfin, tous les travers de ce métier. Et là, Jean-Philippe me dit, bah ouais, c'est très bien que tu nous développes des ventes à l'export sur d'autres canaux. C'est que pendant, on va dire, 20 ans, on avait dit à tous les gens qui voulaient acheter des VO en France, qui étaient hors France, en l'occurrence les pays de l'Est, il était impossible pour eux d'acheter parce qu'on avait l'Algérie. Donc là, il fallait les démarcher, aller voir, etc. Je me suis marré à aller faire ça chez ALD. Puis ensuite, on m'a demandé de développer des ventes à particuliers. J'ai créé à l'époque une grosse concession à Coignières pour lancer la vente à particulier pour ALD. Et puis, j'ai évolué dans ce monde du VO. Je suis rentré chez Lisplan. Ensuite, j'ai accéléré un peu parce que sinon, j'allais passer la soirée. 2011, en tant que directeur du VO de Lisplan France. Puis, directeur des opérations avec le VO, les achats et les opérations. Pareil, une expérience formidable parce que dans le LIS, on touche à plein de métiers. Et puis, en 2016, j'ai lu 2 fois le plan Push to Pass à l'époque de PSA, où Carlos Tavares met pour la première fois pour un constructeur, dans un plan stratégique, 2 piliers. Un pilier, on va dire, métallique. Je fabrique des voitures, je le fais bien, etc. Et un pilier mobilité. Je veux être l'acteur de mobilité préféré de mes clients. Et c'était la première fois que je voyais un constructeur en Europe afficher tel quel son ambition sur la mobilité. Il y a quand même un truc, puis je suis français, puis quand même PSA, puis bon, quand même, j'ai vieilli. Donc, le constructeur, voilà. Puis Tavares, quand même, qui avait insufflé quelque chose à PSA, quand même, qui en 2014 était au bord de la banqueroute, et qui, voilà. Je me dis, bon, tiens, si jamais il y a un jour, j'entends parler de trucs, je dresserai l'oreille. En fait, je n'ai pas eu besoin, puisqu'on est venu me proposer, en fait, de participer à l'aventure de la création de Free to Move Lease, donc qui était le leaser du groupe PSA pour m'occuper des opérations au niveau européen. Donc, une aventure qui me correspondait parce que créer une boîte, enfin, mon background, start-up, etc., là, je retrouvais un petit peu le côté je crée quelque chose dans une grosse boîte au niveau européen. Et ça s'est bien passé. Et on m'a proposé en juillet 2020 de prendre en charge les ventes B2B donc du groupe à l'époque PSA au niveau international. Et comme vous le savez, PSA a fusionné en janvier dernier avec FCA pour devenir Stellantis. Et donc depuis le mois d'avril, je suis en charge donc, des ventes B2B de Stellantis pour la région et le large Europe. Parce que PSA, on faisait quand même 95% de notre business en Europe. Donc on a aujourd'hui une organisation qui est beaucoup plus régionalisée. Donc voilà, en 2 mots pour mon parcours. Merci Jean-Paul, merci Cyril pour votre présentation. On va passer du coup à la conférence. Pour rappel, le thème pour lequel vous êtes tous venus aujourd'hui, des flottes d'entreprises face aux défis de la transition énergétique et également des nouvelles mobilités. Donc a priori, Cyril et Jean-Paul ont quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Et on va passer donc au premier thème, au premier chapitre de la conférence, la grande conférence. Qu'est-ce que la LLD, donc la location longue durée, mais plus largement, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant les entreprises se positionnent en tant que fournisseurs, en tant que leaser, comme tu disais Cyril, en fournisseurs de mobilité au sens large? La location longue durée, c'est vrai qu'on l'a un peu, je ne vais pas dire qu'on l'a banni, mais c'est un terme qu'on voit de moins en moins, même chez nous, loueur longue durée. On a mis le mot mobilité au milieu de l'échiquier maintenant, mais enfin, c'est quand même intéressant de parler 2 minutes de ce que c'est cette LLD qui reste le gros de ce qu'on produit aujourd'hui. Pour la location longue durée, c'est avant tout un mode de financement, c'est aussi un grand pari de l'entreprise. Hein, j'achète un véhicule à un prix. J'applique un taux, c'est pour ça qu'on a tous des jours en banque aussi derrière nous, parce que ça consomme beaucoup de fonds, tout ça. Et puis derrière, on fait un pari sur la revente. Donc là, on en revient à notre sujet adoré du véhicule d'occasion. Et puis, en fonction de tout ça, on va créer une offre sur laquelle on va dégager du service, sur laquelle
faire en sorte de proposer aux clients la façon la plus souple et adaptée de travailler. Je reviens chez PCA avec ce travail. On sait faire plein de choses géniales pour nos clients. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu parlais du pilier métal, finalement, on a délivré du financement, on a délivré de la voiture dans les entreprises. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce qu'attendent nos clients, ce n'est pas déjà une solution. Donc, ça n'existe plus réellement, ce fait de dire, tiens, vous avez un besoin, on va vous mettre une solution en face, puisque les clients n'ont plus un besoin. Nos clients n'ont plus un besoin. Les clients, c'est avant tout des utilisateurs, des conducteurs qui ont un certain nombre de contraintes. On va faire tout le chapitre, mais que ce soit légal ou en termes d'usage. Et puis, c'est passé plein de choses ces dernières années. Je reviens de Nantes, là. Je suis assez émerveillé de voir qu'on peut faire Clichy, Porte d'Orléans en 1h45. C'est logique aussi que les usages changent. Donc, nous, on est questionnés par des clients qui aujourd'hui nous disent finalement, qu'est-ce que je fais? Donc, comment je finance, comment je produis une solution de mobilité, on est arrivé à conseiller. J'avais une équipe de commerciaux à Nantes qui avaient tous une certaine ancienneté, puis qui étaient habitués à placer tel produit à tel endroit. Finalement, c'est vrai que quand on faisait un peu le topo sur ce qui était devenu leur métier, c'était devenu de rentrer dans le quotidien du client et puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, oui, telle catégorie, là, elle fait du commerce, donc elle fait beaucoup de kilomètres. Mais comment elle fait ces kilomètres? Donc finalement, faire 30 000 kilomètres par an, qu'on les fasse en centre-ville ou qu'on les fasse entre Angoulême, Poitiers et Bordeaux, ce n'est pas tout à fait le même topo. Donc aujourd'hui, notre métier il change. Donc on parle de mobilité parce que c'est joli et que c'est un mot qui marche bien, mais on parle aussi de mobilité parce que c'est finalement ce qu'on doit produire. Faire de la LLD que de la LLD, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse proposer la bonne solution aux clients. Ça me fait rigoler qu'on tende le micro pour parler de LLD, parce que chez LLD, ce n'est pas forcément des copains aujourd'hui, je fais de la moyenne durée. Et pourquoi on fait de la moyenne durée chez LLD? Tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le client s'engage moins. On sort d'une période Covid avec un certain nombre de points d'interrogation. Comment on va travailler? On va travailler de la maison, on va retourner au bureau. Quelle est la mobilité qu'on va mettre autour? Puis finalement, qu'est-ce qu'on aura décidé dans 3, 6, 12 mois? C'est l'inertie des grandes entreprises. Il y a beaucoup de décisions qui sont en cours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les entreprises nous challengent sur des solutions plus flexibles, peut-être plus courtes, qui leur permettent en tout cas de se retourner parce que tout change. Donc, la LLD est une des composantes. La moyenne durée en est une autre. On parle de forfait, on parle de plein de choses aujourd'hui. Et puis tout ça nous amène à dire que non, la LLD dans nos métiers, ce n'est pas suffisant. Donc, on parle de mobilité au sens large. Je me permettrais juste de rajouter un truc par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'évidemment, tout le monde parle de mobilité de manière très vague. Derrière la mobilité, ça englobe plein de choses. Ça englobe des assets. La voiture n'est pas que. Mais toute une couche de services. Et alors là, il y a on va dire, de l'imagination, de la créativité autour des services, autour de l'asset, qu'il soit voiture ou autre. Ce qui est important quand même, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, que ce soit pour le véhicule de service, où on a un sujet quand même de coût derrière et de rationalisation de coûts par rapport à des déplacements pour que les personnes puissent bosser, ou pour les véhicules de fonction, parce que ça fait partie d'un package salarial aujourd'hui d'avoir une voiture de fonction. Et la voiture, c'est un petit peu une prolongation de votre bureau ou de votre maison. Voilà. On a du mal à sortir quand même parce qu'un contrat de location de durée, comme tu viens de le dire, l'avantage, c'est que quand même, vous avez un utilisateur qui va payer un contrat pendant 36, 48 mois. Donc, en tant que loueur, tu achètes une voiture X avec une remise, tu vas encaisser 48 loyers où tu es sûr que tu vas être payé, et tu as ta valeur résiduelle que tu as prévue par rapport à tes capacités VO. Mais à un moment ou à un autre, le risque, il est quand même très limité. Oui, limité, parce que tu assesses ton risque crédit par rapport aux boîtes avec qui tu loues ta voiture, et finalement, je vais être volontairement percutant, mais les boîtes de LLD gagnent de l'argent, et c'est normal, et c'est rentable. La LLD, je vais dire traditionnelle, c'est rentable. Le sujet de la mobilité et toutes les formules de mobilité,
c'est trouver un modèle qui corresponde finalement au client, mais qui ne soit pas trop cher par rapport à ce qu'il est habitué à payer pour une LNT, etc., en ayant de la rentabilité pour la boîte qui délivre. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui ont essayé des choses, mais c'est difficile de trouver le modèle. On voit bien un exemple client à location courte durée, avec justement des taux d'utilisation, etc., où on n'a pas justement un asset, un client, un loyer, un revenu en face de manière structurelle, où on a potentiellement des taux d'utilisation, etc. Dès qu'il y a un grain de sel dans la machine, type Covid, plus de déplacement, machin et tout, le modèle, il se casse. Enfin, voilà, et la fragilité de ces entreprises-là, qui est de facto liée au modèle. Donc, tout ça, voilà. La mobilité, c'est aussi une prise de risque. Et donc, finalement, un coût significativement quand même supérieur qu'un engagement. En fait, le coût de l'engagement, il est à cesser aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la balance se fera quand on arrivera à faire payer le bon prix sur les engagements quelque part au client. Voilà, pour qu'ils puissent décider de quel côté ils doivent aller. Ce que je pense, en revanche, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui était un méga trend, c'est tout ce qui se passe autour du télétravail, etc., sur tout ce qui est voiture de fonction. Mais là, on aborde quand même un autre sujet, qui est tout ce qui est change management dans les entreprises. Parce que quand quelqu'un a une voiture de fonction, pendant chez un externe, ça fait partie de son package, du jour au lendemain, vous lui dites pas, voilà, bon, ouais, je t'enlève ta voiture de fonction, maintenant tu vas prendre un vélo, tu vas prendre le métro, puis je te file un peu de pognon pour que tu prennes l'avion. Ça va être cool. Parce que, accessoirement, on voit déjà tous, dans les entreprises, pour l'avoir vécu, on a essayé d'avoir des modes multimodal ou du car sharing en entreprise, etc. Bon, le problème, c'est quand vous avez votre voiture de fonction, vous avez voté que la voiture est dégueulasse, qu'il y a le siège auto des enfants, j'en passe et des meilleurs. La voiture, c'est le prolongement quand même de soi. Et donc, la prêter à quelqu'un pour qu'il ait fait un tour avec, une course, etc., pourquoi pas si vous connaissez la personne. Mais bon, que quelqu'un d'autre s'en serve et la remette et que vous en preniez une autre, voilà, compliqué quand même. Voilà. Et je pense qu'en fait, on est un petit peu, avec les sujets de mobilité, on est là-dedans. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un gros enjeu qui est au niveau des boîtes, qui est de dire finalement où est-ce que je place ce sujet-là. Il y a aussi, et heureusement dans un sens, des entreprises qui ne traitaient pas ce sujet, qui ne valorisaient pas leurs employeurs par un véhicule de fonction, et qui aujourd'hui vont se retrouver dans cet engrenage parce qu'il y a des thématiques qui sont devenues inévitables. La thématique de transition énergétique, enfin la thématique de mobilité maintenant, elle est dans les négociations obligatoires des entreprises. Donc de toute façon, il faut proposer des solutions. Donc il y a aussi un vecteur nouveau qui arrive d'entreprises qui ne se souciaient pas forcément de ce sujet-là, en tout cas par le touchement du véhicule de fonction, qui ont une taille critique qui fait qu'il faut aujourd'hui les lotir, ce sujet. Il faut s'y mettre, il faut trouver une solution. Et donc c'est un double challenge pour ceux qui essayent d'opérer sur ce marché, de travailler une transition avec des gens qui sont déjà dedans, avec ce fameux véhicule qui est statutaire, qui est une habitude, qui est finalement qu'on ne peut pas retirer, comme tu dis, dans le panorama. Enfin, moi, le premier, on me retire la voiture, je vivrais extrêmement mal et je changerais vraisemblablement de boîte. Oui, tu dirais, mais déjà, tu dirais combien? Oui, voilà, déjà combien. Puis après, ouais. Mais il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui arrivent, qui sont un peu page blanche sur le sujet, et puis qui disent, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut valoriser, proposer quelque chose de sympa qui rentre dans notre politique RSE, qui va être un argumentaire pour aller capter des talents, et qu'est-ce qu'on peut développer? Et là, c'est ultra challengeant d'avoir des gens qui arrivent avec cette page blanche et qui vont imaginer d'agréger des choses comme ça. Mais là, trouve quand même le sujet que toutes les boîtes vont devoir aborder maintenant, qui est celui, en effet, de la transition énergétique, parce que aujourd'hui, on a ceux qui ont des voitures de fonction, pour la plupart, on va dire des voitures de fonction thermique. Certains ont du plug-in hybride. Certains ont déjà de l'électrique. De toute façon, on va tous être en électrique très rapidement. Comment on gère cette transformation-là?
évidemment pour l'utilisateur, pour qui, pour lui, c'est facile aujourd'hui et c'est simple et il a des habitudes avec un véhicule thermique, d'aller à la pompe, pas se poser de questions, etc. Et comment on arrive à accompagner pour que justement la transition énergétique, le fait de passer sur un véhicule électrique, un pur électrique, hein. C'est un plugin, aujourd'hui, à la limite, il y a des collaborateurs qui ne rechargent quasiment pas. Ce qui est un vrai sujet quand même, puisque par rapport à l'entreprise, à un moment ou à un autre, elle a quand même un TCO qui explose. Et ce n'est pas le centre de l'histoire. Le plugin, il est fait structurellement, enfin, les constructeurs l'ont conçu justement pour qu'on recharge au quotidien et, en ayant zéro consommation thermique. Et puis pour les grands trajets, potentiellement, vous pouvez les faire en thermique. Et vous n'avez pas la contrainte de la recharge, etc. Donc, comment on arrive à avoir aujourd'hui un parcours client qui soit simple, sur du pur électrique, et comment on arrive aussi à ce que ça ne soit pas vécu comme une punition quand aujourd'hui certaines boîtes disent bon ben voilà, moi je passe toute ma carpo thermique en électrique. Et là vous avez ouais mais alors attends, je veux passer à ce moment-là, mais j'avais une 208 thermique, je veux du haut de gamme en pur électrique, comme ça je suis politiquement correct. Voilà, non, mais parce que c'est aussi un enjeu pour les entreprises par rapport à ce qu'elles doivent réaliser en termes de décarbonation, flotte, mais en même temps ce que le collaborateur a en termes de flexibilité par rapport à sa voiture de fonction. Là, je pense que c'est un sujet. Pour moi, les solutions de mobilité dont tu parlais tout à l'heure, elles vont être là aussi pour faire le bridge. Mais elles le feront pendant un certain temps. De toute façon, quand à un moment ou un autre, on ne pourra plus rentrer dans certaines villes, voire plus de voitures thermiques de fabriquer à horizon 2035. C'est le sujet où on dit aujourd'hui, ouais, bon, bah, ok, tu prends des jours de location courte durée pour prendre un 5008 pétrole pour le week-end, etc. Ça va voler pendant un certain temps. De toute façon, la finalité, c'est qu'on sera tous en véhicule 100% électrique. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est le législateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça, c'est un sujet. C'est vraiment un truc de transition en fait. Je sers directement le produit dont tu parles. C'est un produit de transition qu'on a qui s'appelle Switch chez nous, qui a d'autres noms ailleurs. C'est un produit qui consiste à dire bon bah voilà, vous avez votre véhicule électrique, on fait le pas de cette transition, et pour vous aider à faire cette transition, on va mettre 30 à 60 jours de location d'un véhicule en courte ou moyenne durée pour vos vacances, vos trajets un peu longs. Voilà, donc ça marche bien pour mettre le pied dans la porte et dire attendez, on va pas vous passer à l'électrique sans vous laisser de solution. Mais on sent bien que c'est pas ce biais-là qui va permettre de construire les choses dans le temps. C'est quand même tout récent de se dire qu'aujourd'hui, je pense, ça fait peu de temps qu'on peut dire tiens, si on prend une car policy classique dans une boîte, l'offre électrique qui correspond aux différentes catégories, elle existe depuis très peu de temps. Ça fait peut-être quelques mois seulement qu'on peut bâtir une car policy complète avec des produits électriques. Donc là, on a toute cette période de transition qui arrive devant nous. Je pense qu'effectivement, je te rejoins, il y a beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui parce qu'on est dans cette transition. Et l'avenir, maintenant, ils sont assez écrits. Sur le sujet de la voiture de location courte durée le week-end ou choses comme ça, c'est un business qui volait, j'allais dire, à l'époque où des voitures de location courte durée, vous en aviez des parcs pleins. Aujourd'hui, si tout le monde va vers un véhicule électrique, tout le monde va vouloir sa voiture thermique pour le mois d'août, le week-end. Comme le pricing d'un loueur courte durée, c'est du yield management, vous ne la paierez pas 50 balles la journée, ça sera 500 balles pour le week-end et 1500 balles pour le mois. Et là, du coup, votre TCO global, etc., il n'a pas du tout la même gueule. Donc, bon, je pense que. Bref, on digresse un peu, mais. On aime bien. Ouais, voilà, tu vois, le problème, c'est quand tu nous laisses tous les deux. Je l'ai vu avec une bière. La dernière fois, Thomas voulait préparer les vêtements, mais on n'a pas voté pour. Voilà. C'est lourd, il faut le dire. Après, c'est pas une conférence. Ce qu'on se disait aussi, c'est, vous le disiez, donc les leasers, les loueurs de longue durée, les fournisseurs de nouvelles mobilités sont prêts à cette transition, sont
prêts à accompagner les clients. Est-ce que pour autant, les clients, les boîtes qui font les cartes ici, qui fournissent des voitures aux collaborateurs, comment est-ce qu'elles arrivent à convaincre Monsieur Duhamel de passer de son 5008 hybride, enfin son 5008 thermique, vers une Zoé vers... Ah bah ça non. Ça, c'est magnifique. Oui, mais là, tu compares à 5008. Bah oui, mais pourtant, certaines entreprises peuvent. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui est toujours en charge des achats de flotte dans une entreprise, etc., qui est rattachée aux services généraux, finances, etc., qui va quand même regarder le TCO. Et un véhicule électrique est compétitif en termes de TCO, clairement. Aujourd'hui, on voit que les valeurs résiduelles font ça. En termes évidemment de coûts de maintenance, en termes de consommation, j'allais dire, d'énergie, à ce jour, c'est compétitif. Donc le TCO, ça vole. Le sujet, encore une fois, c'est la complexité à l'usage. On est vraiment dans le change management. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des RH. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'accompagner le changement. Et ça, c'est le vendeur de LLD dans les entreprises pour lesquelles je travaille n'est pas habitué à parler à ces gens-là. Il parle à un acheteur, il va parler d'arguments factuels. De temps en temps, il va parler un peu de produits, mais comme il est multimarque, le vendeur de LLD, sauf dans les capsules, à un moment ou un autre, il vend ce qui est le plus facile et surtout, il vend ce que son client lui demande. Voilà. En revanche, comment on accompagne au niveau RH? Là, pour moi, c'est là où il y a des produits à inventer, mais en face, il faut inventer des modèles qui soient rentables pour les boîtes qui les proposent. Là, pour moi, c'est le challenge, mais c'est ce qui est marrant, c'est ce qui va dans les. On en parlait tout à l'heure avec Marc, j'ai entre guillemets le privilège d'intervenir pour les étudiants de la chaire auto qui sont actuellement en chaîne. Et je pense qu'il y a, pour les nouveaux entrants sur le marché de l'emploi, sur ces sujets-là, il y a des choses à inventer, avec des parcours clients qui sont simples. Évidemment, avec des assets qui sont partagés. Aujourd'hui, j'allais dire, tout un chacun se pose la question d'avoir une mobilité qui soit abordable. Et la mobilité abordable, nous, en tant que constructeurs, évidemment, on se pose la question. Mais ça peut passer aussi sur, justement, comment on partage l'asset. Et le partage, ça se fait, évidemment, aujourd'hui, on parle de car sharing dans l'entreprise, on parle de car sharing dans la rue, on parle de choses comme ça. Mais ça peut se faire aussi sur des partages plus communautaires. Je crois qu'il y a certainement des choses à inventer par rapport à ça. Quand on voit ce qui se passe, il faut toujours regarder aussi ce qui se passe un petit peu en dehors de notre secteur d'activité. Tu vois, les Airbnb, les gens de confiance, des trucs comme ça. Il y a des choses qui commencent à voler un peu. En revanche, la location en peer-to-peer, le mec qui au coin de la rue me loue sa voiture que je ne connais pas, je ne sais pas l'entretien, etc., que je me suis fait arnaquer une fois, etc. Fini, quoi. Ah oui. Tout ça, il y a un modèle à inventer. Pour revenir à la transition par rapport à l'électrique, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas un réseau de recharge qui est suffisamment dense, structuré, organisé, quand je dis organisé, c'est-à-dire que vous faites, pas parce que tu es à Nantes, mais bon, moi aussi j'ai mes racines sur le Grand Ouest, voilà, tu te fais un Paris-Nantes, ce qu'il faut, c'est que tu à minima bloquer ta borne par rapport au moment où tu vas arriver, pour quand tu arrives, voilà, tu n'attends pas, elle ne soit pas en panne, enfin voilà, et que ça soit facile. Et après, bon, si tu as 20 minutes à attendre pour faire une fast charge et recharger 80% pour continuer, 20 minutes, bon, ok, aujourd'hui, tu attends 2 minutes à la pompe, etc. Enfin, ça se gère. Le problème aujourd'hui, c'est l'incertitude. C'est le côté. Et moi, je pense que dans la transition énergétique, ce qui est vraiment important, c'est qu'aussi on ait des solutions qui permettent de mettre les collaborateurs dans un véhicule électrique de manière un peu sans engagement, j'en ai un produit de flexibilité, pour qu'ils se confrontent eux-mêmes à leurs appréhensions. Quand vous avez conduit un véhicule électrique aujourd'hui,
c'est simplement génial. Si vous savez un petit peu comment ça fonctionne et que vous avez confiance en l'autonomie de la voiture, c'est-à-dire que quand vous ne mettez pas chauffage, clim, vous faites des accélérations, etc., et donc automatiquement l'autonomie descend vite, mais ça vous le faites une fois, mais vous ne le faites pas deux. Et en fait, ça aussi, ça s'apprend. Mais je pense que toute cette partie-là, elle est un petit peu aujourd'hui, ce n'est pas le gestionnaire de parc qui va s'en occuper, celui qui s'occupe des coûts. Et je reviens toujours, c'est à mon avis, alors soit pour des grosses boîtes, il y a des cellules, enfin des boîtes qui font des cellules de transformation, d'accompagnement, etc., soit au niveau RH. Ouais, RH, et même plus loin que ça, on a des interlocuteurs qui apparaissent de temps en temps, qui ne sont ni RH ni achat, qui sont en charge de la RSE, qui sont en charge. Et là, il y a, pour compléter le propos de Cyril que je rejoins, mais il y a tout ce cadre qui va être à la fois contraignant par la loi, les zones à faible émission. Et puis même au sein des entreprises, il va y avoir cette image à donner comme quoi on est clean sur le sujet et on fait une démarche là-dedans. On ne va pas faire que de la compensation de carbone en bout de chaîne. Il faut qu'on fasse aussi quelque chose de bien. Et puis ça va travailler en même temps notre marque employeur. Moi, je pense que cette transition, elle va être opérée avec le temps, avec un facteur accélérateur qui est la législation. Parce que là, maintenant, très clairement, on a toutes les échéances et on sait à quel point il va falloir aller vite sur le sujet. Et puis, oui, il faut qu'il y ait des bonnes solutions qui émergent, il faut qu'il y ait des nouvelles choses. C'est quand même génial d'avoir ce genre de virage où finalement, on ne sait pas exactement comment ça va s'écrire. Je pense qu'on doit tous être extrêmement stimulés par ce genre de contexte. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont avec nous, mais il leur a interdit de venir. Marc leur a interdit de venir, mais ce sera intéressant de savoir justement quels sont les... Passe ton bac là-bas. Ouais, moi, je serais intéressé vraiment de savoir pour le coup qu'est-ce qui aujourd'hui les anime et est-ce que ce qui anime nos étudiants qui vont s'insérer sur le marché de l'emploi est en résonance avec ces thématiques-là, parce que personne d'autre de chez LD, mais bon, je trouve que constructeur, Loire, merde, c'est vrai, c'est compliqué. Mais on est peut-être un peu à... On n'a pas cette vocation à innover à tout prix. Il y a aussi ce microcosme qui doit se créer et ces idées qui doivent germer. Et j'espère qu'on y est, parce que je pense que le coche, il est maintenant. Il est clairement maintenant. Si vous le voulez bien, Cyril et Jean-Paul, on va peut-être faire un temps d'échange avec les invités. Certaines invités veulent compléter le propos, poser des questions, faire des remarques. Compléter, ça nous ferait bien plaisir. Parce que carrément. Même si c'est ça. Qui seront amenés, qui amèneront d'autres échanges. Tout le monde s'est endormi. C'est qu'il n'y a rien à compléter. Je me lance sur la partie un peu flexible et nouvelle mobilité. En fait, je trouve qu'on est tous un petit peu, toutes les boîtes, je pense, essayent de trouver un peu la solution qui va faire. En fait, on fait un peu plus la même chose avec des autres qui s'appellent Flex. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment du mal à savoir ce que veulent vraiment les clients. Et on a même, quand on fait des études clients, etc., je ne sais pas si les clients eux-mêmes connaissent leurs besoins. Je trouve que c'est très difficile en fait de faire des. On teste plein de choses et ça super intéressant que vous avez dit le côté combien coûte le service de flexibilité, etc. qu'on va offrir. Et aujourd'hui, on ne sait pas si le client est vraiment prêt à payer plus ou si ça doit être inclus. Donc en fait, on fait un peu des tests. Et les gens n'utilisent pas forcément. Je vais me permettre de tutoie parce qu'on est tous des experts. Mais il y a 1 an et demi, donc avant de prendre le B2B PSA, j'étais sur Movies, et un concurrent de PSA à l'époque lance une grande communication, location flexible sans engagement, pour restituer au bout d'un mois quand vous voulez. Je regarde, tous on s'intéresse au truc et on a tous le sujet derrière, c'est voilà, ok, le client il va rendre au bout de combien de temps, c'est quoi ma VR, parce que je reviens toujours à mon même sujet. Moi, en tant que client longue durée, je sais faire quoi? Je sais combien j'achète, je connais ma VR, il part sur un contrat. Ensuite, je fais des modifications de contrat, je me fais lasser. Enfin, bon, voilà, le truc d'un loueur longue durée. Mais, non, mais objectivement, le côté sans engagement, si le mec il me le rend la voiture au bout de 6 mois, ouais, mais alors là, en termes de remarketing, comment ça vole donc, je regarde un petit peu comment. Et en fait, le concurrent dont je dirais non,
un constructeur, une captive. C'est pas mal. Il avait simplement, en fait, par rapport à une formule non flexible, rajouté 70 balles par mois de loyer. Donc, en fait, il s'était mis un buffer pour pouvoir potentiellement étaler son risque. Et donc, on revient toujours au sujet. C'est que finalement, quand vous êtes client, si vous comparez l'offre avec engagement, sans engagement, 70 balles de plus, etc., bon, est-ce que je prends le risque de m'engager ou pas? Et là, c'est un choix client. Et finalement, comme aujourd'hui dans les entreprises, c'est quand même encore pas mal les gestionnaires, des financiers qui décident, il y a une approche TCO, bon, bah, je m'engage et puis on verra derrière. Et puis là, on est en entreprise aussi, on n'est pas sur des particuliers. Le particulier, je pense que l'entreprise qui a vraiment une incertitude d'activité, etc., c'est peut-être plus vrai sur certaines typologies matérielles, notamment le VU, parce qu'il y a un chantier, etc. Aujourd'hui, il y a des formules qui volent par rapport à ça sur la flexibilité. J'ai besoin de tel type d'engin pendant 3-6 mois parce que j'ai un chantier. Je ne veux pas m'engager sur, en plus en général, le VU, on est plutôt sur des durées un peu plus longues en termes de détention. Voilà. Mais après, sur un VP, aujourd'hui, qui est plus une voiture, je mets des guillemets de fonction, voilà, c'est affecté à un individu, il y a un engagement. En entreprise, aujourd'hui, le côté flexibilité, enfin, la flexibilité via de la moyenne durée, parce qu'on a une opération stagiaire, parce qu'on est dans une période d'essai, etc. Pour moi, ça vole, ça fait sens. La flexibilité sur le mode transition énergétique, voilà, je mets un véhicule électrique pendant 3 mois à mon collaborateur, je regarde si ça lui va, et j'essaie de l'accompagner pour surtout qu'il dise oui, pour que je puisse en commander une derrière. Dans cette démarche-là de change management, ça fait sens. En revanche, la flexibilité, si vous prenez un contrat 36 mois et vous le restituez quand vous voulez, pour une entreprise aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne peut pas correspondre à certains, mais le surcoût que ça génère questionne marque sur la rentabilité pour l'entreprise. C'est bien pour communiquer, pour faire un peu de buzz. Sur la flexibilité, on est hyper pointu. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ça revient à faire de la moyenne durée, en fait. Ah non, la moyenne durée, tu t'engages. La moyenne durée, non, mais tu es sur 3 mois. T'es sur 3 mois. Bah, oui, mais là, en l'occurrence, on parle d'un 36 mois où tu recycles quand tu veux. La moyenne durée, c'est là où, en fait, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va arriver à une séparation du mode d'usage que tu indiques, que tu t'appelles ça moyenne durée, que tu appelles ça forfait pour un particulier, que tu appelles ça location longue durée de véhicule d'occasion. On peut imaginer plein de terminologies, plein de services. Enfin, au final, ce qui compte là-dedans, c'est, et on le voit bien aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le produit, la disponibilité. Est-ce qu'on a le produit, est-ce qu'on a les disponibilités? Tu parlais d'à quel point le modèle de la courte durée est chamboulé en ce moment. Bah, nous, on n'est pas prêts à ça. Nous, on prend des demandes de clients qui servent en moyenne durée chez les work courte durée. Ils ferment le robinet de ce côté-là, ça atterrit chez nous. Et je pense que ces mouvements-là, on va les avoir dans plusieurs sens et ça va s'inscrire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme sous-jacent? Quel est le produit qu'on a? Quelle est la dispo qu'on a? Et qu'est-ce qu'on est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que les solutions de moyenne durée, elles volent aussi. C'est pour ça que j'ai bien aimé le sujet. Ça peut être aussi du VO. Elles volent pour des loueurs longue durée, parce que finalement, je peux prolonger des parcs et finalement prolonger ma courbe d'amortissement de mon asset LLD pour le faire vieillir, parce que mon marché VO, plus je vends un VO vieux, finalement, plus mon risque il est limité. Aujourd'hui, la moyenne durée dans le mode, allez, on va dire, de contrainte de production que l'industrie automobile traverse actuellement, voilà, de sourcer, j'allais dire, en faisant des coûts, parce que la moyenne durée, c'est quand même, voilà, c'est fini. Et je pense que, si tu regardes le mégatrend, c'est pas le sens de l'histoire. C'est mon avis personnel. Oui. Est-ce que sur la partie B2C, pas B2B, mais B2C, le mégatrend, il n'est pas justement sur la consommation de mobilité, consommation d'auto, de
dire je vais prendre pendant 3 mois ce type de véhicule et après je vais en changer pendant 3 mois. Pour exagérer, je ne sais pas, je prends un cabriolet pendant 3 mois à l'été et je vais prendre un 4x4 pendant l'hiver, etc., etc. Et je veux quelque chose qui soit capable d'être assez flexible. Ça, je pense que, alors, je suis d'accord, il y a un trend. Malgré tout, c'est quand même une demande, à mon avis, des consommateurs. Mais c'est une demande qui est très claire du côté B2C et qui est extrêmement dur à traiter comme demande. Enfin, très clairement. On revient toujours au même sujet. C'est-à-dire que je pense que le trend, en effet, on peut parler direct de l'abonnement. Mais le sujet, c'est combien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client particulier qui est habitué à prendre sa C3 à 149 € par mois, etc., il dit, moi, l'abonnement, alors je vais avoir une C3, je vais un machin, etc. Ouais, à part que c'est 500 balles, 800 balles, 900 balles par mois. Ah, mais quand même, c'est pas la même chose. Donc, oui, l'abonnement, c'est génial. Et d'ailleurs, il y a des formules qui fonctionnent aux États-Unis, voilà, avec vous pouvez changer, vous avez votre Super 4x4, X, Y, Z, etc. Et ça vole sur des formules. Qu'est-ce qui marche bien? C'est des formules à 1500 $, où vous changez votre gros 4x4 comme vous voulez. Et d'ailleurs, vous changez tous les minimum, je crois, tous les 2 mois, etc. Il y a des formules type clutch, comme ça, qui fonctionnent. Qu'est-ce que ça va donner sur le marché européen, etc. C'est une vraie question. Je pense que l'abonnement, c'est un vrai sujet. Il y a un méga trend autour de l'abonnement, parce que, encore une fois, l'abonnement aussi, ça permet de remettre un petit peu dans un circuit d'usage aussi des véhicules d'occasion. On est vraiment dans du fleet management. Quand vous êtes en abonnement, vous ne vous attendez pas à avoir un VN. Alors qu'aujourd'hui, quand vous avez sur une LLD à particulier, vous choisissez la couleur, les options, le machin. Quand je suis en abonnement, j'ai pas envie d'avoir un VN. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir le payer. Mais l'envie, elle sera là. Oui. Le problème, c'est que tu ne pourras pas avoir un VN pendant 3 mois, puis encore un VN pendant 3 mois, puis encore un VN. Le business model, C'est ça. Oui, en termes d'envie consommateur. On peut remonter le compteur. On met le compteur à 0 à chaque fois. Ça fait un peu de VO, François, je sais pas. C'est vrai qu'on en revient toujours à la même chose. C'est que le client, et tu parlais du marché américain, pas le même que le marché européen. Enfin voilà, c'est les solutions qui marchent. Mais avoir une voiture pour 3 mois et avoir une voiture neuve à chaque fois, why not? C'est possible. Hein. C'est qu'une question de combien. Et après, est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut absolument qu'il y ait de l'abonnement dans l'automobile parce que c'est l'abonnement partout, Netflix, etc. Et on raisonne tous à faire des autres dans tous les mots, mais est-ce que c'est le sens de l'histoire et enfin, pour le particulier, parce que si on prend les centres d'engagement, etc., quand on a un forfait sans engagement vraiment mobile, en fait, on garde des années et par contre, on est content parce qu'on a l'impression qu'on peut sortir quand on veut. Et dans la vraie vie, on le garde, en fait, on négocie quasiment jamais. Et la voiture, je ne sais pas si c'est juste le projet, c'est dire je peux sortir quand je veux. Ça me rassure, parce qu'il y a vraiment un besoin de beaucoup plus de flexibilité et d'abonnement. Entreprise, peut-être que il y a besoin de beaucoup plus de flexibilité. Peut-être que particulier, c'est plutôt quand il y a un changement de vie. Mais la flexibilité en tant qu'entreprise, c'est mon background ancien loueur qui parle d'un. Vous l'avez quelque part, vous avez des indemnités de restitution anticipée qui existent. Encore une fois, il y a un coût. Mais finalement, à un moment ou à un autre, si vous faites le calcul ou vous faites une modification de contrat, et l'un dans l'autre, vous pouvez avoir accès aujourd'hui, tous les loueurs longue durée, qui sont là, me contrôleront certainement pas, peuvent vous proposer des formules, j'allais dire, pour raccourcir votre contrat, pour changer le kilométrage, etc. Vous avez une certaine forme de flexibilité dans votre contrat de LLD. Juste pour revenir à l'abonnement, pour moi, ce qui est intéressant sur l'abonnement, c'est notamment dans le cadre de la transition énergétique, avec les incertitudes sur est-ce que la technologie elle va évoluer ou pas, est-ce que mon mode de vie il va changer ou pas, etc. Là, en tant que particulier, ça peut être intéressant. Sur les abonnements, sur davantage des services connectés, c'est ça qu'on va pouvoir mettre sous la forme d'un abonnement, mais pour un bien matériel comme une voiture, j'ai vachement de mal à l'imaginer, parce que l'abonnement, finalement, c'est le loyer, qu'on va payer à son loyer.
En revanche, tous les services connectés, la connectivité premium ou en autopilote, des choses comme ça qu'on pourrait payer à l'usage seulement, c'est-à-dire je peux le désactiver seulement pendant un mois, au moment où je partirai en vacances. Mais surtout le reste, j'ai beaucoup de mal à le concevoir. Donc, on a un truc, sans vendre ce que j'ai à la maison, l'Isis, donc, qui est un de nos 2 liseurs Stellantis, propose une formule qui fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est une formule d'abonnement, où vous partez sur une catégorie, donc avec un loyer, et vous pouvez passer sur la catégorie du dessus pour 100 balles de plus. Et donc, vous gardez minimum 3 mois sur cette catégorie-là, ensuite vous redescendez, et on est sur quelque part des loyers évidemment qui sont plus chers qu'avec un engagement, mais qui peuvent correspondre à des usages, donc où vous passez d'une 500 électrique à un Compass PHEV, à un Stelvio, et puis vous revenez sur votre 500 électrique. Il y a même des formules qui fonctionnent bien aussi, qui vous permettent d'avoir, évidemment, ce ne sera pas la même que vous allez récupérer des 2 côtés. Je vous explique le trajet. Vous voyagez, par exemple, vous avez une 500 électrique en France, et vous partez 15 jours en Italie, vous laissez votre 500 électrique à l'aéroport. Évidemment, quelqu'un va la prendre et vous ne la récupérerez pas celle-là. Et vous avez une 500 électrique qui vous attend à Milan, vous restez 3 semaines à Milan, et c'est toujours le même loyer, c'est toujours le même. Vous voyez, donc il y a des formules un peu de mobilité étendue. Donc est-ce que c'est de l'abonnement? Donc, tout ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la créativité, il y a des choses à faire. Là, donc, dans l'opérationnel, parce que derrière, c'est comment je gère ma flotte, comment je gère ma facturation de surkilométrage, mes frais de remise en état, à chaque fois que j'ai un changement de marque. Enfin, tout le sujet un petit peu concret qu'on a tous vécu quand on est, pour ceux qui ont bossé chez les loueurs. Et puis ensuite, comment j'arrive à avoir une facturation client qui ne soit quand même pas déconnante par rapport à la valeur que ça peut avoir pour le client final. Et comment économiquement, en plus, en tant qu'entreprise de mobilité, je gagne la vie. Ça aussi, accessoirement, c'est quand même un sujet qui est sur la longue route important. D'autres. Est-ce qu'une démarche comme celle de Renault, qui est de monter sa propre marque de mobilité avec des produits spécifiques pour des segments de clientèle, c'est pas ça aussi? C'est une approche. C'est une approche aujourd'hui, clairement, d'avoir Mobilise et des produits Mobilise. Pour moi, c'est justement l'intérêt de ne pas avoir un prix et pas avoir, d'opacifier quelque part ce sujet de pricing et de valeur résiduelle et de VO. Parce que quelque part, c'est je prends l'asset, moi finalement, je le rentre dans mes livres au choix, soit mon coût de production sortie d'usine, soit coût de sortie d'usine plus un markup si je veux réaliser quelque part une marque sur l'asset fabriqué neuf. Et puis ensuite, je l'emmène jusqu'au recyclage du véhicule à la fin. Parce qu'il faut être consistant. Ils ne leur vendront pas la limo du VTC, elle ne sortira pas en VO. Elle n'aura jamais de prix. Il ne faut pas. Enfin, je ne vois pas, sinon je n'ai pas compris le modèle. Donc du coup, elle restera jusqu'à la fin, puis elle sera recyclée. D'ailleurs, ils ont été jusqu'au bout de la démarche, puisqu'il y a Flin qui sera là pour reconditionner les batteries, le machin truc. Sûrement, nous, chez Stellantis, on a aussi, sur tout ce qui est recyclage de batteries, etc., on a un vrai programme pour justement, et c'est évidemment RSE, mais c'est aussi parce que les batteries, dans la valeur résiduelle d'un véhicule électrique et d'un véhicule plug-in hybride, c'est ce qui change quand même la donne. C'est que la batterie, ça vaut quelque chose, que ce soit par rapport aux matériaux rares, que ce soit si vous l'assemblez et que vous en faites un écosystème de stockage d'énergie. Il y a tout un tas d'usages à faire avec les batteries d'occasion, quelque part. Donc, là aussi, il y a un nouveau modèle, il y a des choses intéressantes à faire. Mais oui, Renault, c'est un modèle. Là, il faut vraiment le truc. À la fois du service et le produit. Et le service et le produit correspondent à un vrai besoin. Vous êtes acteur de service, vous n'êtes pas le produit, vous êtes le produit, le service. On est sur le service aussi. Mais on n'a pas mobilisé. Une démarche globale. Tiens, je veux vraiment faire un produit. On a fait tout mou. Un produit-service spécifique à une cible. Oui, non, mais c'est intéressant comme stratégie. J'avoue que, à titre perso, je regarde évidemment ce qu'ils font, quels sont les objets. Voilà.
on fait des choses différemment. Quand on commercialise Ami, qui est un objet de mobilité urbaine, qui est génial, qui fait un carton, 10 000 commandes, selling online uniquement, voilà, des choses quand même qui sont hyper novatrices. Aujourd'hui, c'est peut-être le moyen d'avoir des opérations de car sharing qui soient profitables. Et puis là, on est dans l'abonnement, là, avec c'est 30 € par mois. Alors en fait, on a une formule de location, hein, parce que c'est 19,99 en termes d'approche, mais avec non, parce qu'en fait, il y a un apport. Donc c'est une formule. Enfin, voilà, on est entre nous, hein, voilà. C'est une formule de location longue durée, hein, c'est pas un abonnement. Vous êtes voilà, sur une LLD, hein, sur Ami. Après, vous avez un apport et un bonus. Comme vous avez une valeur investie qui est faible, vous pouvez faire du 19,99 par mois. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs sur, je vais digresser, mais sur Ami, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas non plus là où on imaginait être. C'est-à-dire qu'on se disait, voilà, on va être du citadin, etc. Non, on est sur la 3e, 4e voiture du foyer. Alors oui, plutôt CSP+, à certains endroits. Puis de l'autre côté, on est en ruralité, avec une maison, parce que c'est facile, parce que vous avez une rallonge pour charger, autant dire c'est hyper simple. 70 km d'autonomie, c'est largement suffisant pour aller acheter le pain, faire 3 courses pour les gens qui habitent au fin fond un peu de nulle part en France. C'est un objet qui fonctionne et qui remplace aussi les voitures sans permis, etc. Parce que 45 km/h, bon, il y a des gens, de toute façon, déjà à 35 qui sont en stress sur la route. Enfin, non, mais, voilà, donc non, on fonctionne en ruralité, on fonctionne très bien avec Ami. C'est-à-dire, les clients, ils la financent comment? Ils l'achètent ou ils la louent? C'est assez partagé. Il y a des formules de financement, des formules de cash évidemment aussi. Mais ce qui est assez intéressant, en effet, c'est que c'est la voiture. On parlait un peu de multimodalité tout à l'heure, c'est-à-dire que clairement, quand je dis la 3e voiture, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la voiture dont les parents, les enfants se servent le week-end, etc. Finalement, ça coûte quasiment le prix d'un scooter électrique, machin. Bon, là, au moins, vous êtes à l'abri, etc. Et franchement, ça fait le job. Donc, par rapport à ta question sur Mobilise, qui va sortir, qui a même, bon, ils ont Twizy, ils vont avoir le même type de device, voilà. Bon, je suis intéressé de voir comment ils vont le commercialiser. C'est toujours intéressant, de toute façon, de regarder ce que font les autres. Hein. Enfin, voilà. Et c'est là où c'est génial. On est justement, là, on est dans des choses qui se créent. Après, encore une fois, il faut créer le bon produit, le bon service, et je rajouterai un truc, il faut que ce soit rentable. Rentable pour la boîte qui le fait, parce que sinon, sur le long terme, ça ne vit pas. Et je ne dis pas ça parce que je suis chez Stellantis, mais bon, on a démontré aujourd'hui, pour une entreprise, sa capacité à perdurer dans le temps, c'est sa capacité à investir. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à la transition qu'on vit. Et pour pouvoir investir, il faut générer des résultats. Ça, ça me fait toujours marrer quand moi j'ai des clients qui viennent me dire, tu te rends compte de ce que vous avez gagné, etc. Je dis, ouais, franchement, j'espère que tu es content de travailler avec nous, parce que moi je te dis que je peux m'engager pour t'accompagner avec ce qui va se passer sur les 10 prochaines années. J'investis 30 milliards sur des nouvelles plateformes, etc. Et tout le monde ne peut pas, encore une fois, chacun, les concurrents font ce qu'ils veulent, mais voilà. Non, mais c'est important de le dire, parce que je pense que c'est bien d'avoir plein d'idées, de lancer des services, etc. Mais si c'est un truc à un moment ou à un autre qui fait cheat parce qu'il n'y a pas de rentabilité derrière, bon, bah voilà. Et votre rentabilité aujourd'hui, elle vient plutôt des grands succès commerciaux, des Peugeot 3000, etc. Ou ça vient du VL ou ça vient de la Flavon? La rentabilité sur plein de piliers, c'est pas un véhicule dans un groupe comme Stellantis, avec toutes nos marques, voilà, etc. Elle est, on va juste regarder, j'allais dire, la publication de nos résultats du S1, elle est sur plusieurs régions. North America, Enlarge Europe, South America, Middle East Africa, plusieurs marques. Voilà, c'est la force d'un groupe comme Stellantis aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs que Stellantis est fait. Parce que sur l'automobile traditionnelle, souvent avec le niveau de remise, on a toujours l'impression qu'on ne gagne plus d'argent sur le VN, c'est plutôt la prévente qui subventionne. Est-ce que c'est le cas encore chez vous ou chez Stellantis ou pas vraiment? Après, évidemment, le B2B
est moins rentable qu'une vente à particulier, ça, c'est pas une surprise pour personne. Après, derrière, bon, chacun a sa stratégie commerciale, mettons là-dessus. On gagne de l'argent chez Stellantis globalement et on en gagne aussi sur B2B. Et on n'est pas là, et encore une fois, ce n'est pas la stratégie d'entreprise de se dire qu'à un moment ou à un autre, on vend des voitures à perte sur un canal, etc. Non, on est là pour créer de la valeur. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans un modèle où on ne pousse pas le méthane. Ça, c'est important aussi. Parce que si on veut qu'à un moment ou à un autre, nos voitures, je reviens toujours à la base, c'est mon ADN, se revendent correctement en VO, il ne faut pas les pousser en VR. Il faut calibrer ce qu'on est capable de vendre par rapport à l'appétence du marché derrière. Là, on digresse. J'ai une petite question. Je ne suis pas du tout dans le monde du leasing. Je suis plutôt assurance, enfin, tous les services qui peuvent s'intégrer dans le leasing. Et on parle de nouvelles solutions de mobilité plus en plus digitales. Il y a la distribution traditionnelle avec des réseaux de concessions ancienne génération qui sont là pour avoir une présence locale près du client. Et je sais que Stellantis, comme d'autres, réfléchissent à de nouveaux contrats de distribution. Ma question, c'est dans ces nouvelles stratégies de leasing digitales, quelle est la place du distributeur? Est-ce que tout sera désormais, enfin, on peut se dire entre nous, il n'y a pas de distributeur ici, est-ce que la suite, c'est tout en direct au constructeur VN comme VO, parce que le client peut l'avoir en direct avec l'application qui va bien, et finalement, le distributeur restera juste un intermédiaire pour la prévente, un peu commissionné pour du VN VO, mais plus vraiment un vrai distributeur à l'ancienne? Ou est-ce que vous pensez que le distributeur peut encore avoir un vrai rôle dans la chaîne de valeur sur les nouvelles mobilités, le leasing digital? C'est une grande question, mais il y a des grands groupes de distribution qui essayent d'être autonomes. Je vais dire ma vision OEM sur la place du réseau de distribution qui est majeure. Aujourd'hui, voilà, notre réseau de distribution, il fait complètement partie de notre stratégie. Il n'y aura pas, enfin, c'est pas du tout dans les plans. J'ai jamais vu ça. Je ne suis pas au courant de tous ces sujets-là parce que c'est pas mon business au quotidien pour certaines choses. Mais le réseau de distribution, il est au cœur de notre stratégie. Voilà. On a un réseau de distribution qui est là, en proximité avec nos clients, etc. Après, quelle sera la forme juridique, contractuelle, etc. Voilà, il y a tellement. J'ai entendu parler de nouveaux contrats qui sont proposés chez les principaux constructeurs qui vont dans le sens de vendre en direct aux particuliers du VN, bien sûr, même du VO, puisque et ça a beaucoup investi sur le VO sur la zone. Oui, non, mais bien sûr, et a les moyens avec des structures comme Aramis. Oui, non, mais vendre en direct, c'est plus que prendre, aujourd'hui, prendre une participation majoritaire dans un Aramis Auto. Oui, c'était partie de la stratégie et je ne cache pas. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint PSA, justement, c'était tous ces sujets-là. Parce que PSA était justement, je trouvais, hyper en avance sur prendre une participation dans Aramis. Moi, quand je venais de chez Lislan à l'époque, passionné de VO, je trouvais ça génial. Enfin, voilà. Aramis, j'ai connu Nicolas Chartier et Guillaume Paoli il y a 20 ans, quand j'étais chez Exlinear. Parce qu'à l'époque, ils achetaient du VN, ils faisaient de l'import. Voilà, donc pour moi, je trouve que après, c'est complètement complémentaire. C'est pas stratégie, il y a rien. Je vais revendre tous mes VO via Aramis. Je parle du business model. Moi, j'ai entendu parler de nouveaux contrats qui allaient mettre les distributeurs en position d'être en gros des livreurs. Je caricature un peu le trait. Des livreurs commissionnés à la livraison. Après, encore une fois, et la prévente. Je ne sais pas si ça fait partie de la réflexion. Le contrat, c'est une chose, et je n'ai pas de détails sur ce que sera le contrat, clairement. En revanche, derrière, de toute façon, le réseau, c'est évidemment hyper important. C'est au cœur de notre stratégie d'avoir un réseau en proximité avec les clients. Pour la prévente. Pas que. Je pense que, si je peux me permettre, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, à savoir comment on explique aux clients particuliers ou aux entreprises ces nouvelles formes de mobilité, etc. Pour moi, ça passe forcément par le réseau de distribution, parce que la proximité avec les entreprises, avec les clients, quand on ne parle pas des très grandes flottes, c'est avec le concessionnaire, c'est avec le réseau de distribution, en fait. Je sors de 2 ans de terrain, de ce qu'on appelle chez AID Mobility Center, et forcément, dans le contexte, on se pose plein de questions. On se dit, est-ce que c'est pertinent d'avoir ce type de modèle? Donc, je ne suis pas naturel à me poser trop de questions. Finalement, c'est en voyant
problématiques qu'on a au quotidien, les échanges qu'on a avec les clients, le besoin d'expérimenter. On a parlé de plein de choses. On a parlé, et encore, on n'a pas trop parlé d'énergie, mais enfin, aujourd'hui, un client, il a un champ des possibles qui est énorme. Il a besoin de savoir ce que c'est. Il a besoin de voir comment ça fonctionne. Enfin, aller convertir à l'électrique un client sans lui montrer un minimum comment ça va fonctionner, comment ça va fonctionner. Enfin, il y a un besoin de pédagogie. Pour moi, il y a besoin de lieux pour, j'aime pas le terme, mais pour éduquer, comment ça se passe, pour lever quelques freins. Après, je pense que ces lieux, moi j'aime bien parler de lieux parce que sinon on peut faire plein de choses dedans et on va les utiliser différemment. Est-ce qu'il y a besoin d'un lieu pour faire de la vente? Peut-être, peut-être pas. Peut-être les deux. Quand on voit Tesla qui réussit à vendre des voitures, ils n'ont pas une concession de voiture pour petite ville, c'est plutôt quelques grosses concessions. L'après-vente de l'électrique, demain, il n'y aura plus trop besoin de révision régulièrement. Moi, je suis persuadé qu'on va dans le sens de pouvoir se passer des réseaux de distribution avec une grosse capillarité. On parle un peu de Tesla, on va quand même plutôt à l'inverse, on développe le réseau énormément. Ouais. Et en fait, on a 30-40% de commandes web, mais en fait, c'est des clients qui sont quand même venus dans les magasins, qui ont fait des essais. Il y a un parcours digital. On en revient toujours au même, on a plutôt tendance à se rapprocher des clients, à trouver de la proximité, avoir des hubs de livraison, d'après-vente, même s'il y a plein de choses qui se font à distance et en mobile. À la fin de la journée, là, on ouvre des magasins en France, dans toutes les grandes villes. C'est la direction qu'on prend. Et je ne sais pas si c'est culturel, ou français ou européen, mais voilà, on n'est pas 100% online. C'est intéressant d'être sur les deux canaux, offline, online, mais voilà, les gens veulent vraiment du magasin en dur, ils veulent toucher, ils veulent voir. Je pense qu'il y a de la complémentarité en effet dans le réseau et qu'évidemment aujourd'hui le parcours client sera pas 100% en point de vente en concession. Mais bon, voilà. Je parlais avec MG Motors, là, j'étais au salon Prototo aujourd'hui. Ouais. Et je parlais avec les équipes pour monter le réseau vitesse record. Ils ont quand même signé 100 points de vente en même pas une année. Et ils se sont posé cette question justement de faire que de la vente directe. Ils sont arrivés en France, ils ne trouvent plus un réseau de distributeurs et ils ont arbitré avec un réseau de distributeurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait tout un business plan si vous posez la question. Et il faut en plus, quand on crée une nouvelle marque, c'est vraiment que le produit soit super fort, que la marque soit très très forte pour se permettre d'être 100% online. C'est très compliqué à faire. L'ancrage local est hyper important dans le B2B. On prend une marque importée, très clairement, une des forces des marques françaises, c'est son réseau. C'est la proximité avec les utilisateurs. Donc, on peut avoir un produit qui soit aussi bien, sinon mieux, moins cher. Potentiellement, l'acheteur B2B va dire moi, je suis rassuré par le réseau et cette capacité à traiter mes voitures près de mes utilisateurs. Ouais, je suis convaincu de ça. Je parlais surtout du business model qui peut changer. Le business model va forcément changer parce que ce qu'on met dedans n'est pas la même chose. On ne mettra pas la même chose. Et là que c'est passionnant, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va créer comme Il y avait une question depuis tout à l'heure là-bas. Ouais. Je rebondis effectivement sur les nouveaux points de vente. Effectivement, je pense qu'on va un petit peu auprès du consommateur et là où ils ne s'attendent pas à être pour l'automobile, et notamment Mercedes qui a essayé de s'implanter dans un centre commercial à Paris 2 et qui finalement, au bout de 3 ans, doit fermer parce que le client n'était pas encore prêt à découvrir une concession commerciale. À chaque fois qu'il venait nous voir, en fait, il nous demandait est-ce qu'on peut voir des voitures, est-ce qu'on peut voir toute la gamme, est-ce qu'on peut voir comment ça marche électrique. Et dans un centre commercial, on n'a pas tout l'espace possible. Donc à chaque fois, il essayait de trouver un distributeur plus proche qui avait une vraie concession politique pour vraiment pouvoir défendre le produit. Parce que là, on était peut-être trop près de lui, mais pas à l'endroit où. Est-ce que le job, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas chez Mercedes, mais est-ce que l'intérêt pour Mercedes d'avoir un outlet à Paris 2, c'est pas de capter du lead simplement, et ensuite de transformer le lead sur un réseau un peu plus large. Et finalement, ce n'est pas un investissement de point de distribution, c'est un investissement marketing. Tesla l'a fait, Nissan l'a fait, Renault l'a fait aussi. C'était quoi l'expérience, le résumé de l'expérience de Tesla par Success story, ouais. P2, c'est deux magasins où on a eu plus de trafic. Après, il y a eu la pandémie, c'est un peu tombé. Mais je pense que c'est parmi les magasins qui ont le plus gros chiffre d'affaires dans ces deux centres commerciaux-là. Après, on l'a vu quand j'ai vu le store de Daumont, Nissan, j'ai vu le store Mercedes. C'est pas réussi. C'est d'essayer de reproduire un peu le même concept, mais moi je suis allé voir, j'ai testé, etc. C'est un peu le client. Et ouais, non, je comprends, et c'est peut-être pas là où on vous attend aussi, c'est peut-être pas dans l'ADN de la marque.
Alors que nous, on a vraiment copié, c'était ça, on a copié le modèle Apple et on l'a appliqué à l'automobile, on n'a rien inventé en fait. Et je sais pas pourquoi ça a plus pris chez nous que ça prendra chez d'autres constructeurs. Après ça, c'est des initiatives de constructeurs. On parle de Mercedes, de Nissan, de Renault qui l'ont fait aussi, mais je parle en connaissance de cause pour Renault et Nissan. Ils l'ont fait grâce aux constructeurs, mais aussi et surtout grâce aux investissements des distributeurs et des dealers. C'est quand même des investisseurs privés qui ont aussi mis des sous dans Avélizy, c'est Daumont, c'est Avar aussi. Mais on va quitter, vraisemblablement, on quittera à terme les centres commerciaux. C'était aussi un moyen de se faire connaître, de générer du lead, de faire des essais. Au bon endroit. Tu vas là où il y a du monde, donc tu c'est très coûteux, et puis ça a été fermé pendant très longtemps. On a des rares endroits où on n'a pas pu opérer pendant la pandémie, alors que tout le reste est resté ouvert. Et vous, en termes de timing largement dépassé, mais c'est passionnant. Alors, pourquoi on avait juste quelle heure? on avait une petite heure, mais enfin, après, voilà, pas obligé de s'arrêter là. Oh, mais on peut aussi s'arrêter là. On peut s'arrêter là, comme vous voulez. Hein, débattre de manière informelle. Enfin, voilà, c'est ça. C'est surtout que je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde en ligne. quelques-uns. Ils sont 3. On les remercie. Marc, est-ce que vous voulez peut-être le mot de la conclusion? C'est un privilège. D'abord, merci infiniment de m'avoir invité, de m'avoir convié à ce premier club d'été. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Ça m'a posé plein de thèmes, donc ça fait plaisir. Je suis très intéressant ces échanges, effectivement. Qu'on vit nous au quotidien du côté enseignement supérieur. Les questions que vous posez sur le terrain, c'est des questions qu'on se pose en tant que chercheur sur le secteur. Effectivement, il y a beaucoup de problématiques, peut-être même beaucoup trop. On a un peu effleuré la question énergétique, elle est au cœur de la question, avec tous les risques que ça peut supposer, à la fois des risques économiques, financiers, et puis la question de ce que l'on met sur le marché, et pour qui et comment, parce qu'on a parlé beaucoup évidemment des ventes aux entreprises et de la location longue durée, mais aussi dites services de mobilité. Mais évidemment, ça ne s'adresse pas à toutes les clientèles. Donc la question de mobilité, vous l'avez dit très justement, c'est une question beaucoup plus large. Et en tout cas, c'est comme ça maintenant qu'on présente aussi la spécialisation à l'école, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est plus tellement, je suis désolé pour les passionnés de la voiture, c'est que de plus en plus, c'est une question plus globale, c'est-à-dire comment on se déplace efficacement, comment on se place mieux du point de vue des contraintes énergétiques, des contraintes économiques. Et là, évidemment, c'est un vrai sujet parce qu'il faut faire rentrer les transports publics, il faut faire rentrer aussi d'autres acteurs auxquels on n'avait pas l'habitude dans la chaire de parler. Donc, à la fois, c'est des questions pour les opérateurs que vous avez présentés, puis c'est des questions aussi pour nous. Et donc, de plus en plus, nous, on parle de management des mobilités, on parle de mobilité de plus en plus en avant. Et dans les étudiants qui rejoignent le master, on a de plus en plus d'étudiants qui viennent parce que c'est la question des mobilités qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le vélo électrique, c'est travailler avec la RATP, c'est travailler. Et tout à coup, effectivement, ça change. Alors, je vous rassure, il y a toujours des passionnés de voitures. Donc, il y a quand même la moitié qui sont là à regarder les voitures pendant les pauses et d'être sur le bon point à regarder la vieille voiture qu'ils vont pouvoir acheter le week-end. Mais globalement, les choses sont en train d'évoluer. Et effectivement, ça pose beaucoup de questions aussi parce que l'automobile, on en parle beaucoup avec cette dimension écologique, mais il y a une dimension très sociale à l'automobile. On parlait tout à l'heure de Mobilise. Et évidemment, la question, c'est quel service on va proposer à l'heure où, semble-t-il, les carburants vont atteindre les 2 € le litre. Moi, depuis que je travaille sur la question automobile, j'entends des gens nous promettre que c'est la fin du pétrole, qu'on va payer l'énergie très très cher. Ça, c'est une vraie question. La question de l'électricité, elle se pose aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? À quel prix le kilowattheure? Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs de voitures, on va être en mesure de revendre à d'autres opérateurs, à RTE ou à d'autres? Est-ce qu'on va pouvoir en faire autre chose de ces voitures électriques? On nous promet ça, on a envie de pouvoir brancher le chauffage avec la voiture les soirs ou le lendemain, on est en télétravail. Donc, il y a toutes ces questions-là. Donc, toutes les questions que vous évoquiez sur les services, qu'est-ce qu'on met dans ce pack de services? C'est évidemment des questions qu'on se pose et ça rend les choses
évidemment passionnante. Alors moi, j'essaie toujours de placer cette passion aux étudiants qui sont, bon, vous les connaissez, parfois un peu plus occupés par leur téléphone portable et ce qui se passe sur Facebook que par les questions énergétiques. Mais en gros, il y a des questions passionnantes et moi, ce que je dis aux étudiants, c'est qu'ils arrivent au bon moment parce que justement, tout est en train de se redéfinir. Et à mon sens, et c'est aussi ce qu'on livre dans le master auprès des publics, c'est qu'ils ne peuvent pas intégrer le secteur sans connaître les acteurs du secteur. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a plus de distributeurs? Et ça, c'est une question que j'entends aussi depuis 25 ans. Le bouquin de Kinderberger de 98, l'automobile sans concession, ça revient toujours. C'est-à-dire, on va vendre en ligne, c'est un produit qu'on va vendre comme n'importe quel autre produit. Et puis, en fait, à chaque fois, on s'aperçoit, bah oui, mais non, il y a des contraintes, on a envie de toucher, on a envie d'essayer, il y a des contraintes techniques, on rassure le client. Et que ce soit d'ailleurs le client professionnel ou que ce soit le client particulier, dans tous les cas, il a besoin d'être rassuré. Donc, l'expérience en ligne, alors, je ne sais pas si on est moins pro à faire du rendu que les Américains, peut-être qu'en Europe, on est plus classique dans la façon de consommer la voiture, mais bref, ça fait plein de questions. La digitalisation, l'énergétique, les questions réglementaires, on est à Paris et on voit bien qu'il y a quand même un souci en termes de régulation du trafic. Peut-être aussi que la question des ZFE, elle va émerger, elle a plein d'impacts. J'en passe, on fera peut-être une conférence à ce moment-là à l'école pour parler. Mais en tout cas, merci infiniment, c'était un super moment. Et puis, on va pouvoir échanger, continuer à échanger ensemble. Merci à tous les deux. Et puis, alors j'en profite, oui, important, tu l'avais évoqué tout à l'heure. 2022, on arrive normalement au traitement de la chair. Donc, il devrait y avoir un événement, je tease sur le qui sera organisé. Alors, j'essaierai de contacter certains d'entre vous pour que le réseau Alumni soit associé et que le club auto soit associé. On essaiera, on va probablement organiser un petit événement, un petit, on va voir l'événement et vous serez mis à contribution pour célébrer justement cette 30 années et puis avec les anciens, les intervenants qui sont encore là. Et puis toutes les parties prenantes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous dites tiens, ça serait sympa de faire ça ou ça, je suis preneur de vos idées, de vos suggestions. Voilà, merci en tout cas. Et puis l'ESCA est ouverte, n'hésitez pas à venir voir quand vous êtes à Boulogne-Billancourt ou ailleurs en France, parce qu'on est un peu partout maintenant. Disséminé bientôt, on sera à Strasbourg en septembre 2022. Voilà, j'arrête. Merci Marc. Merci Marc. Merci. C'est vrai. Tour de Corse.